Alors, dans la séquence précédente, on avait Nicolas qui présentait à la fois le bilan et les perspectives, parce que Nicolas travaillera dans le cadre de la nouvelle séquence au pilotage des travaux de recherche de l'école des ponts. Sur les deux séquences à venir, eh bien, on a organisé un peu différemment. On a les anciens qui présenteront, voilà, exactement, les professeurs les plus expérimentés présenteront la partie bilan, et les encadrants de recherche à fort potentiel vous présenteront la partie perspective. Voilà, bon bref, on va arrêter de faire ces blagues, on va donner la parole à Bruno. Si tu veux, qu'est-ce que tu préfères, Bruno ? Je vais me mettre là, comme voilà. ça... Donc Bruno pour la partie bilan. Bien, merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va passer au bâtiment et à l'énergie avec notre contribution. Donc on va présenter avec Vinci Construction et Vinci Énergie, puisque c'est les deux domaines sur lesquels on travaille. Alors, éco-conception des bâtiments. Donc effectivement, je vais vous faire un petit bilan des 5 dernières années avec les masters, les thèses, les post-docs et les ingénieurs de recherche qui ont contribué à tous ces travaux, et faire un focus sur le programme recherche et solutions. Et puis donc Charlotte Roux vous présentera les perspectives pour les 5 prochaines années. Donc le bilan, je vais juste passer en revue un petit peu les différents sujets sur lesquels on a travaillé. Donc un premier sujet, vous avez vu qu'on subit des vagues de chaleur de plus en plus sévères, d'où la nécessité d'adapter les bâtiments à ces conditions climatiques en évolution. Donc on s'est inspiré ici de ce qui se passait dans des territoires où il fait déjà chaud, par exemple l'île de la Réunion, où ils mettent en jeu des ventilations naturelles, et avec l'idée de rendre les locaux ce qu'on appelle traversants, de permettre à l'air de passer d'une façade à l'autre. Et pour calculer tout ça, eh bien, il faut connaître les pressions liées au vent sur les différentes façades. Et on a besoin de simuler plus qu'un seul bâtiment, mais tout un quartier autour du bâtiment, un territoire d'à peu près 500 mètres autour du bâtiment. Et donc c'est pour ça qu'on est amené à chaîner 2 modèles avec des échelles différentes pour étudier ces phénomènes. Alors c'est toujours un sujet de recherche parce que c'est des modèles assez complexes sur les mouvements d'air. Alors, on a aussi étudié la manière de mesurer la performance d'un bâtiment. C'est-à-dire que là, on s'écarte de la simulation proprement dite, mais on essaye de vérifier si, par exemple, des travaux de rénovation ou de construction neuve ont permis une mise en œuvre correcte de l'isolation et des ponts thermiques, par exemple, qui peuvent être plus ou moins maîtrisés. Donc, on va, par exemple, chauffer le bâtiment pendant une certaine période, arrêter le chauffage, et la manière dont évoluent les températures va nous permettre de caractériser un coefficient de perte de chaleur, par exemple. Alors, on s'est occupé, bien sûr, de la conception et de l'optimisation, c'est-à-dire que on essaye de travailler avec les mêmes outils que les architectes qui peuvent comparer des formes différentes, faire varier le nombre d'étages, la largeur, la hauteur, etc., dans le but de comparer de nombreuses variantes et d'obtenir un optimum. C'est-à-dire qu'on veut rechercher des solutions qui sont à la fois moins chères et plus performantes que la solution de départ, par exemple, par toute une série de technologies, et particulièrement par les algorithmes génétiques. Le calibrage de modèles, ça nous sert à améliorer la précision d'un modèle grâce à des mesures. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont incertains dans les bâtiments. Par exemple, ça peut être les fuites d'air, ça peut être les ponts thermiques. Là, on a choisi un autre exemple, c'est ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le coefficient de réflexion du sol. Est-ce que le sol autour du bâtiment, c'est de l'herbe, c'est des graviers, c'est autre chose ? On ne sait pas toujours exactement comment ça va évoluer.
Et donc, il y a une technique qui nous permet d'affiner, de rendre ce paramètre moins incertain grâce à une mesure qu'on peut avoir sur le bâtiment. Et à ce moment-là, lorsqu'on compare à la température mesurée, eh bien, on peut se rapprocher de la température réelle. Donc ces modèles affinés nous permettent ensuite de mieux gérer les bâtiments en petit répartis de prévisions météorologiques, par exemple, sur plusieurs jours. Et à ce moment-là, on va simuler le bâtiment sur cet horizon temporel de plusieurs jours. Et à chaque heure, on peut avoir différents niveaux de puissance, de chauffage ou de climatisation. Donc si à chaque heure on a une dizaine de possibilités de puissance multipliées par le nombre d'heures sur 5 jours, eh bien ça fait plusieurs millions de combinaisons possibles et des calculs extrêmement longs. Donc on développe des méthodes pour réduire le nombre de combinaisons possibles et réduire le temps de calcul. Donc là, un exemple sur un îlot avec plusieurs immeubles à la fois résidentiels et tertiaires, un système photovoltaïque. Donc on peut comparer par exemple la revente totale et l'autoconsommation et comment on gère et on pilote ces systèmes énergétiques. Alors, on a travaillé aussi sur la qualité de l'air avec là comment on met le curseur entre une meilleure qualité de l'air, donc par exemple en augmentant le taux de ventilation vers la droite. Donc plus on a de ventilation, meilleure est la qualité de l'air, mais par contre, on dépense de l'énergie pour se chauffer en hiver. Et donc, on va avoir à trouver un bon compromis, une optimisation sur ces deux aspects. Or, il y a des unités différentes entre les concentrations de polluants d'un côté et puis les consommations d'énergie de l'autre. Alors, l'idée, ça a été de transformer cet ensemble de consommation en un indicateur commun qui va être des années de vie en bonne santé. Donc, plus on améliore la qualité de l'air, plus on gagne en années de vie. Et plus on réduit la consommation d'énergie, plus on gagne en années de vie. Et donc, à ce moment-là, on peut faire apparaître un optimum plus global. Alors, le programme Recherche et Solutions, donc les sujets qui sont à l'initiative des opérationnels de l'entreprise. Donc là, un exemple avec la Power Road d'Eurovia, où on a comparé, par exemple, donc, un existant où on a un chauffage par une chaudière à gaz, donc qui émet beaucoup de CO2. Si on remplace ce chauffage par une combinaison d'une pompe à chaleur qui va donc réduire les émissions de CO2, mais on garde quand même la chaudière à gaz en appoint pour les jours très froids, pour ne pas avoir une trop grosse pompe à chaleur et puis avoir un mauvais coefficient de performance. Et puis si on rajoute une route, eh bien on rajoute des émissions de CO2 pour construire ce système de route chauffante. Et on peut avoir aussi de la géothermie, donc avec la construction de sondes dans le sol. Et à ce moment-là, on va avoir des impacts en plus, mais aussi des impacts en moins, parce qu'on va économiser beaucoup d'énergie. Donc on va, comme ça, pouvoir trouver les systèmes à moindre émission de gaz à effet de serre. Autre projet, donc sur la construction hors site, donc on a travaillé avec une petite entreprise, donc Cubic Home, pour comparer une construction traditionnelle avec cette construction hors site sur la base de différents indicateurs environnementaux. Donc on a un diagramme radar où chaque axe correspond à un indicateur. En bleu, c'est la référence de construction traditionnelle, et en vert, en valeur relative, les impacts de la construction hors site qu'on a essayé d'optimiser. Et donc on a réduit les impacts, par exemple, de 35% sur les gaz à effet de serre par rapport à la construction traditionnelle. Toujours par rapport aux canicules, là on a travaillé avec AgroParisTech, et donc ils vous présenteront sans doute le modèle de microclimat qui permet de regarder de combien on réduit les températures dans le quartier grâce à la végétalisation, aux arbres en particulier. Et donc on a utilisé ces données de température dans le quartier pour simuler ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Et donc, on a réduit les surchauffes. Donc, là aussi, on a réduit des années de vie perdues parce que
on a limité les surchauffes. Par contre, on consomme de l'eau pour que cette végétation soit efficace, et on consomme un peu plus de chauffage parce que les arbres, même s'ils perdent leurs feuilles en hiver, ils masquent un petit peu le rayonnement solaire. Et malgré tout, l'augmentation des impacts est largement compensée par la diminution des surchauffes. Alors, j'ai passé un peu en revue ce qu'on a fait dans les 5 ans, pas tout, mais j'ai passé quelques exemples, et je vais donc donner la parole à Charlotte Roux pour les perspectives. Il faut appuyer sur le vert. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter les perspectives pour ce prochain volet du Lab Recherche Environnement. Voilà. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la problématique de l'intégration des limites planétaires dans les outils d'éco-conception. Alors, notre problème ici, c'est vraiment d'essayer de changer un petit peu la manière dont on fait les études d'éco-conception. D'habitude, on va comparer des variantes et puis on va dire, voilà, on itère, on va se rapprocher, on va diminuer les impacts environnementaux et puis on va choisir la meilleure variante. Et là, en fait, le principe, c'est de dire, oui, mais est-ce que cette variante, cette meilleure variante, est-ce qu'elle est finalement suffisamment bonne ? Et ça nous oblige à aller regarder des seuils qui vont être exogènes au projet. Et donc, par exemple, en utilisant ce concept des limites planétaires. Alors, on a parlé, il y a cette problématique, par exemple, de zéro carbone. Alors, d'habitude, elle intègre beaucoup, surtout les émissions directes des bâtiments. Mais en fait, à un moment, on devra être zéro partout. Mais on ne va pas regarder que le climat, on va regarder aussi d'autres limites planétaires. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer dans la manière de faire des études, mais par contre, sur l'interprétation des résultats, on va essayer d'intégrer des nouveaux outils pour mieux se positionner par rapport à l'urgence écologique. Et donc, dans les méthodes qu'on va devoir mobiliser, il y a des méthodes de descente d'échelle. Ce capital planète, il faut le descendre jusqu'à l'échelle du projet. Alors, comment on fait ça ? Il y a plein de techniques qu'on va pouvoir explorer. Il y a un certain nombre de limites planétaires qui ont des enjeux locaux très forts. On peut penser à la problématique de l'eau. Donc là, on va devoir travailler aussi sur comment on régionalise les impacts, leur évaluation et puis les seuils de limites planétaires. Voilà, donc on a plein de choses à explorer sur ce sujet, donc qui est l'objet d'une thèse de Khaled qui est là dans l'assistance. Voilà. Alors, un autre projet structurant, c'est l'application de l'intelligence artificielle au projet de rénovation. Alors ici, l'enjeu, c'est les phases juste avant la contractualisation, où on fait des devis, on a très peu de temps, et donc il faut qu'on puisse faire des calculs très rapides. D'où l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle en l'entraînant sur notre outil de simulation thermique dynamique, qui est un modèle très complet, validé, et donc sur lequel on va pouvoir créer des données d'apprentissage fiables pour les modèles d'intelligence artificielle, et ainsi essayer de vraiment limiter les temps de calcul et pouvoir travailler avec beaucoup moins de paramètres à relever lors des visites de sites ou des devis. Donc pour ça, il va falloir comparer différents algorithmes, parce que l'apprentissage machine, il y a beaucoup d'algorithmes différents qui permettent de faire ça. Donc il y en a qui sont plus ou moins performants que d'autres en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Et puis aussi regarder un certain nombre de paramètres, la taille des données d'apprentissage, les problématiques d'effets de forme, d'effets de mitoyenneté, de proportion, pour regarder en fait comment ajuster ces algorithmes d'intelligence artificielle et les rendre efficaces dans le cadre des projets de rénovation. On va également poursuivre les travaux sur la question de la gestion optimale. Alors, la précédente thèse dans le lab a permis déjà de réduire par 40 les temps de calcul, donc c'était un grand bond. Et là, la problématique, ça va être comment on prend en compte les incertitudes dans la commande prédictive, parce qu'évidemment, on considère que on doit faire des calculs sur 5 jours, on a un horizon de temps, une météo, des comportements, et on présuppose pour définir la commande prédictive qu'on les connaît bien, mais en fait, il y a des incertitudes assez importantes sur ces paramètres. Et donc, si on base la commande prédictive sur des données erronées,
on va forcément avoir une perte d'efficacité qui éventuellement pourrait être importante. Et donc c'est vraiment la question de cette thèse d'aller regarder cette problématique des incertitudes. Et là, on va bien avoir besoin de la baisse de x40 sur les temps de calcul et même d'aller peut-être chercher encore plus loin la réduction du temps de calcul parce que l'intégration donc, de ces aspects stochastiques dans ces optimisations, ça demande des temps de calcul très importants, un nombre d'itérations, un nombre de calculs très important. Donc ça, c'est un des défis qu'il va falloir relever pour permettre vraiment de prendre en compte ces incertitudes et de pouvoir proposer des stratégies de gestion qui soient vraiment adaptées au cas réel et qui traitent ces problématiques d'incertitude. Et puis, on va continuer de travailler. Donc, Bruno vous a présenté 2 actions distinctes sur la qualité de l'air intérieur et sur les problématiques de surchauffe. Et là derrière, il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire on essaye de regarder cette problématique de la santé, ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments, et ça vient aussi avec cet objectif d'associer les problématiques d'atténuation et d'adaptation. On a vu ça aussi dans ce qui a été présenté ce matin, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler, de concilier les deux dans les outils d'éco-conception. Et donc là, de pouvoir tenir compte de plus de facteurs, donc aller plus loin que la thèse sur la qualité de l'air intérieur pour intégrer plus de polluants, et puis d'affiner aussi le modèle sur la surchauffe, et de pouvoir faire combiner les deux pour avoir une vision plus précise de ces problématiques de santé à l'intérieur des bâtiments, et de les évaluer, encore une fois, avec ces années de vie perdues en bonne santé, qui nous permettent de trouver les optimums, de savoir quelles actions de conception sont les plus efficaces pour réduire les impacts sur la santé, tout compris, matériaux, énergie, qualité de l'air intérieur, canicule, notamment en climat futur. Et bien sûr, il y aura un certain nombre d'autres activités dans le cadre du lab, notamment la contribution au projet collectif sur les matériaux biosourcés. On a parlé de sobriété un petit peu. Effectivement, on voit aussi avec, par exemple, cette thématique du zéro carbone, qu'à un moment, on atteint un peu un plafond. Si on ne réinterroge pas les usages, éventuellement les mètres carrés par personne, les consignes de chauffage, il y a des questions autour de cette notion de sobriété qui pourront être adressées dans ce cadre-là. Et puis, effectivement, le lien avec les chercheurs en intelligence artificielle, puisque nous, on n'est pas des chercheurs en intelligence artificielle, c'est des outils qu'on utilise avec pas mal de précautions, parce qu'il y a beaucoup de risques aussi derrière il y a beaucoup de biais potentiels derrière ces algorithmes. Donc, il faut aussi s'adresser vraiment aux chercheurs qui sont vraiment experts de ces sujets pour progresser sur l'intelligence artificielle sans faire n'importe quoi. Et puis, la poursuite des séminaires, donc le lien avec les personnes qui utilisent nos outils d'éco-conception, donc les architectes, urbanistes, avec lesquels on échange dans des séminaires pour avoir leur retour sur l'usage des outils. Et puis le séminaire international qui nous permet aussi de confronter en fait nos développements qu'on fait notamment dans le cadre de la méthodologie d'analyse de cycle de vie, de la confronter avec les experts internationaux, donc des Pays-Bas, du Canada ou de Suisse, qui nous donnent un retour critique sur nos développements méthodologiques. Et puis plein de pistes très intéressantes dans le cadre du programme Recherche et Solutions, que ce soit en collaboration avec Agro sur l'usage des sols et les personnes de Vinci, ou sur l'intelligence artificielle. On ne sait pas encore exactement comment ça va se concrétiser, puisque ça, c'est des projets qui se solidifient petit à petit, mais il y a déjà plein de pistes pour ce programme Recherche et Solutions. Voilà, donc en conclusion, on arrive à un moment où, comme on a dit, il faut accélérer cette transition énergétique et écologique. Et il y a cet objectif très important sur le climat, avec l'objectif d'une division par 2 des émissions à 2030 et puis un niveau 0 en 2050.
Et bien sûr, ça c'est un des objectifs qu'on doit toujours avoir en tête, mais en gardant en tête cet objectif, il ne faut pas oublier les autres pressions environnementales, notamment les problématiques de biodiversité. Et c'est là aussi où se positionne la contribution du lab, où on essaie d'avoir une vision globale, à la fois de concilier l'ensemble des limites planétaires, de concilier atténuation et adaptation, et puis de renforcer l'interprétabilité aussi des outils et de diffuser ces outils dans la société. Merci beaucoup à tous les deux. Alors on voit que côté recherche, on a eu un beau bilan et de belles perspectives. On a construit la séquence opérationnelle de la même façon. En fait, à l'école des mines, il y a 2 grands sujets, comme vous l'avez vu. Il y a l'efficacité énergétique des bâtiments et l'ACV. Et donc sur plutôt un bilan, on a demandé à Laurent Puzzu, qui est directeur d'ADIM Lyon, et puis aussi des régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, donc un gros périmètre sur ADIM, donc qui sont les filières de montage de Vinci Construction en France, de venir nous apporter son témoignage sur l'usage de l'ACV, sachant que les projets qui vont être présentés par Laurent, ils ont largement contribué, en tout cas en grande partie, à l'ouvrage sur l'analyse de cycle de vie qui vous a été distribué à l'entrée. Donc vous aurez une autre clé de lecture par Laurent. Merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous. C'est à moi d'œuvrer, pardon. Rapidement, pour vous situer ADIM, c'est une société qui fait du développement immobilier. Donc notre métier, c'est la maîtrise d'ouvrage. On vend des objets en l'état futur d'achèvement et on porte des responsabilités, qu'elles soient d'ordre technique, juridique ou financier. Alors le modèle est décentralisé, il y a un ADIM par région. C'est un modèle intégré, c'est-à-dire que dès la conception de nos opérations, le constructeur nous accompagne, les experts de la DRTO qui est dans la délégation également nous accompagnent pour accompagner le projet du début à sa fin. Il y a bien sûr un accompagnement Vinci avec le pôle de performance durable sur lequel nous appuyons à Nanterre, la fabrique de la Cité avec laquelle nous avons déjà travaillé, Léonard avec lequel nous travaillons actuellement sur la réhabilitation, et puis le lab avec lequel nous avons travaillé et pour lequel nous allons vous présenter ce que nous avons fait. Alors très rapidement, en 4 ans, on a vécu des choses pas tout à fait formidables. On a une succession d'événements et de crises qui nous ont énormément bousculés. Alors je vais vous le résumer parce que le graphe, vous aurez l'occasion de le regarder. Mais ça a été vraiment pour les gens qui font de l'immobilier comme nous, une période vraiment incertaine, avec une inflation de nos coûts construction, mais de manière considérable. Donc il fallait vendre plus cher. Bien sûr, pour juguler l'inflation, il a fallu que les banques centrales augmentent leurs taux directeurs. Donc quand on augmente des taux directeurs, il faut vendre moins cher. Donc vous imaginez l'équation insoluble. Voilà, puis on a senti aussi des choses s'accentuer, l'acceptabilité des projets, des élus moins enclins à construire, et puis aussi une prise de conscience environnementale, parce que partout en France, évidemment, à Lyon y compris, on voit que tous les étés, on bat des records de chaleur, et ça inquiète beaucoup de gens. Alors pour nous, ça a été quelque part un électrochoc. On a réfléchi et on s'est dit que c'était peut-être une vraie opportunité pour nous de nous re-questionner en interne et de construire comme il faut, parce qu'on était, pour tout vous dire, un peu perdus. On entendait tout et n'importe quoi et on avait besoin d'un accompagnement et le plus sérieux possible. Et ça allait aussi complètement dans l'axe de travail de Vinci, puisqu'il y a une résolution en avril 2021 qui fixe les objectifs de transition environnementale. On avait besoin de se remettre en cause, bien sûr, sur les enjeux de ressources, de santé et de biodiversité. Et Bruno et Charlotte nous ont beaucoup aidés. On avait besoin de savoir si on pouvait mieux arbitrer en amont nos affaires immobilières. On a des choix à faire. Comment on pouvait rendre acceptables nos projets, évidemment. Maîtriser nos coûts, je vous l'ai dit. Si on pouvait intervenir sur les utilisateurs pour un meilleur usage, ce serait bien aussi. Et puis aussi, former nos esprits, parce que ça, c'est un peu une marque de fabrique chez Vinci. On aime beaucoup aller
chercher des chemins innovants, parce qu'aujourd'hui, il faut le constater, il faut qu'on sorte du cadre. Alors, le travail qu'on a fait avec Bruno et Charlotte, c'est d'abord réfléchir à l'utilisation d'un outil qui s'appelle Equerre. On a sollicité 2 jeunes élèves ingénieurs de fin d'études pour nous accompagner sur 2 projets, un à Dijon et un à Lyon, je vais y revenir. Et puis on a fait une démarche ex post, j'espère que je ne dis pas la mauvaise chose, c'est une opération, l'opération de Dijon était déjà en travaux, et l'opération lyonnaise était au stade d'un permis de construire devenu définitif. Et les travaux ont duré à peu près 6 mois. Alors terreau à Dijon, on est en hypercentre de Dijon, un site historique avec une industrie qui a commencé en 1887. Donc un site, vous voyez, il n'y a plus trop de place pour les espaces verts. Hein. Il est complètement rempli. Et puis il porte les stigmates d'une industrie lourde avec des hydrocarbures, de l'amiante, j'en passe et des meilleurs. Alors ce projet, on a eu un certain nombre de scénarios qu'on a analysés grâce à l'outil Equerre et on les a comparés, donc après coup. Le projet que vous voyez peut-être à votre gauche est un projet qui est un scénario de 2015 et puis comme on met un certain temps à développer nos affaires, on atterrit sur le scénario de 2019. Et on a pu comparer avec ce graphisme les différents scénarios que nous avons travaillés et on a pu constater que ce que nous avions choisi était plutôt favorable. On améliorait un peu tout sur une grande majorité des points, mais on ne le savait pas en 2015, ni en 2019. Deuxième projet, c'est un projet qui est basé à Lyon, alors complètement différent. Lui, une clinique qui a déménagé il y a 2 ou 3 ans, à côté d'un parc, des espaces boisés classés, 38 espèces protégées, et on voulait reconstruire un objet à partir du vivant, parce qu'on fait partie du vivant, et on voulait un projet exemplaire. Donc on s'est accompagné, bien sûr, de l'ALPO et de l'ONF, et on a imaginé ce projet sur lequel on a complètement désimperméabilisé le site. On a planté 130 arbres supplémentaires, ce qui fait un nombre tout à fait conséquent d'arbres sur le projet à terme. Et puis, on a fait des analyses également de la même manière. Alors, les 2 graphes pour simplification. Hein. Une première décision qu'on a prise, c'est de changer le mode de chauffage qui était plutôt classique. Et on l'a transformé en allant chercher le réseau de chauffage urbain. Donc, il était bien plus loin, ça coûtait beaucoup plus cher. Mais au niveau carbone, ça en valait la peine. Et puis... aussi, là c'est très intéressant sur le graphe avec les barres bleues. Vous voyez les 4 grandes barres bleues qui représentent les immeubles neufs. Et puis la petite barre bleue presque insignifiante, c'est l'immeuble qui a été construit en 1935. Et le constat qu'on fait qui est assez intéressant, c'est que ce bâtiment des années 35, il fonctionne bien mieux en confort thermique d'été que nos bâtiments neufs que l'on va construire. Ça pose question. Bien sûr, c'est un bâtiment qui a été fabriqué avec des épaisseurs de murs de 50 cm en mâche-fer, qui a des grandes hauteurs sous plafond. Mais comme on travaille également sur du vieillissement des populations, il nous est très important de pouvoir prendre des décisions, et surtout quand on a des personnes fragiles qui vont être dans ces établissements. Donc ces graphes nous ont beaucoup interpellés. Alors, les bénéfices, évidemment, on a compris, on a su illustrer les enjeux qui venaient à nous. On a réussi à faire des démonstrations grâce à Bruno et Charlotte par des méthodes scientifiques de nos arbitrages. Et surtout, ce qui est le plus important pour nous, c'est cette prise de conscience des équipes et la volonté d'aller plus loin, de progresser pour faire mieux, pour faire du mieux à notre planète. Alors les limites, évidemment, on était en ex-post, donc on avait beaucoup de data. On se pose la question, si on part d'une feuille blanche et d'une base esquisse, est-ce qu'on va être capable de faire les mêmes arbitrages ? Il faudra bien sûr qu'on dispose d'outils 3D et de maquettes pour éviter de prendre trop de temps à modéliser nos objets. Et puis, encore une fois, on a besoin du lab pour nous aider à faire des interprétations sur des restitutions qui ne sont pas toujours aisées pour nous. Alors la suite, évidemment, on a commencé les travaux avec le lab en
en mai 2021. Ça, c'est un projet qu'on a remis sur la table il y a 2 ans. C'est une résidence de tourisme sur la Salle des Alpes, le domaine de Serre Chevalier. Et ce projet-là, suite aux travaux qu'on a fait avec le lab, en fait, on l'a repensé d'un point de vue analyse de cycle de vie, jusqu'à même redéposer une demande de permis de construire modificatif. Et les bénéfices ont été immédiats, puisqu'il a été sélectionné par une structure qui s'appelle La Française. On vend en bloc cet objet, c'est un objet qui fait un petit peu moins de 50 millions d'euros. Et il a été acheté parmi d'autres objets en montagne parce que, en fait, il avait changé de braquet en matière d'environnement. Donc voilà, on poursuit notre route, on refait nos projets, mais on a vraiment un regard différent aujourd'hui grâce au lab et on vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je disais qu'on parlait de bilan sur les travaux d'analyse de cycle de vie. Bravo pour les 10 minutes. Et maintenant, une présentation d'Aurélie Fouché, qui est responsable d'études de prix chez Kiwi. Là, on est plutôt dans la partie perspective et plutôt dans la partie efficacité énergétique des bâtiments. Donc, c'est un projet recherche et solutions qui vient de démarrer sur l'usage de l'IA pour la rénovation. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie Fouché. Je travaille en tant que responsable du service études de prix chez Kiwi Habitat. C'est une entreprise de Vinci Énergie qui fait partie du pôle Vinci Facilities Nord-Ouest Île-de-France. Nous sommes une entreprise de réhabilitation, principalement dans le logement social en site occupé. Et on réalise des travaux dans le bâtiment, en tout corps d'état, avec une expertise en interne, en enveloppe du bâtiment et en plomberie, chauffage, ventilation. Je n'ai pas passé mes diapositives, excusez-moi. Vous voyez les logos à l'écran. Vous voyez également 2 références de projets. Donc, c'est 2 chantiers qui ont été réalisés par Kiwi Habitat. Donc, à gauche, vous avez un chantier qui a été récemment réceptionné, réalisé en corps d'état séparé pour Immobilière 3F, où on a réalisé l'isolation thermique de 16 bâtiments. Donc, c'était une grosse réhabilitation de 472 logements à Saint-Germain-en-Laye, où on a fait de l'isolation extérieure avec finition enduite et bardage. Et on travaille également sur des marchés globaux de performance énergétique. Et donc à droite, vous en avez un exemple à Rueil-Malmaison, où on réalise la rénovation de 7 écoles. Alors aujourd'hui, avec le contexte de la transition énergétique et environnementale, nous avons la volonté de montrer notre engagement écologique et également d'accompagner nos donneurs d'ordre sur la gestion de ces contraintes énergétiques qui évoluent et qui finalement imposent de rénover en profondeur leur parc immobilier de logement. Donc nous devons trouver des moyens, et par le biais de l'intelligence artificielle, par exemple, afin de répondre à cette demande de travaux de réhabilitation qui connaît une forte hausse. Donc on peut se poser une question, et on s'est posé cette question aujourd'hui. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle pourrait favoriser la conception des projets de rénovation énergétique et l'exploitation des bâtiments, et ainsi nous permettre d'accompagner nos clients et leurs besoins dans un contexte de conception, réalisation, exploitation, maintenance, par exemple. Donc, le but de ce groupe de recherche par le Lab Recherche Environnement, c'est de trouver une application de l'intelligence artificielle à l'étude de projets de rénovation thermique de bâtiments résidentiels. Donc, aujourd'hui, l'objectif de cette approche, c'est de proposer des mesures de rénovation en accord avec les exigences techniques et financières de nos maîtrises d'ouvrage, par exemple, avec des informations limitées en phase concours. Et tout ça en exploitant l'intelligence artificielle. Donc nos offres, elles pourront finalement être conçues en un temps extrêmement réduit, sans pour autant perdre en qualité. Donc pour ce faire, aujourd'hui, l'idée c'est de prendre un échantillon de bâtiments
qui sera modélisé afin de constituer un ensemble de données afin de permettre le développement d'un modèle. Donc un bâtiment existant pourra être modélisé sur la base de paramètres d'entrée de ce modèle qui devront être aussi simples que possible. Donc ça pourra par exemple être la forme géométrique du bâtiment, parallélépipède, aile, etc. Le nombre de niveaux d'un bâtiment, le ratio de menuiserie extérieure sur des façades. Et donc, ça, au lieu finalement de saisir l'intégralité des plans si on réalisait des études thermiques. Une liste de mesures de rénovation sera alors élaborée en incluant notamment l'isolation thermique. Donc l'isolation thermique des façades, des toitures, des planchers, le remplacement des menuiseries extérieures par double ou triple vitrage, le remplacement des systèmes de ventilation avec ou sans récupération de chaleur et le remplacement des systèmes de chauffage. Alors là, on peut parler de chauffage urbain, pompe à chaleur, etc. Donc ce modèle, finalement, il devrait permettre de prendre en compte les caractéristiques du bâtiment et de les faire varier afin d'évaluer les performances de ces mesures de rénovation et de proposer en finalité une optimisation multicritère. Donc cela pourrait vraiment favoriser et accélérer la conception d'un marché de performance énergétique afin de réduire la consommation en énergie des bâtiments selon les objectifs fixés initialement. Donc l'objectif dans ce cas, c'est de concevoir une proposition avec des budgets d'études et de travaux qui sont limités. Et donc cette automatisation des tâches d'évaluation des besoins en chauffage, en isolation extérieure, en enveloppe du bâtiment, etc., pourrait nous permettre de proposer des solutions optimales avec un temps réduit d'études finalement. Donc nous pourrions ainsi allier des critères d'atteinte de performance, de budget, et également intégrer le cycle de vie des matériaux. Ça a d'ailleurs été un sujet qui a été abordé tout à l'heure, afin de trouver les meilleurs compromis pour répondre précisément aux besoins de nos clients et finalement à la responsabilité sociétale et environnementale au sens large. Donc pour résumer, l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre processus de conception et de rénovation énergétique nous offrirait un énorme potentiel pour répondre aux besoins croissants du marché tout en démontrant un fort engagement envers la transition énergétique et en améliorant le confort des résidents. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors on a quelques minutes pour des questions. Je ne sais pas s'il y en a qui... Il y a eu beaucoup d'informations. Il y a peut-être quand même des questions dans la salle, n'hésitez pas. Il y a une main qui se lève tout là-haut. Ah oui, les slides, oui, on partage à l'issue de chaque événement les présentations et les slides. Oui. Donc la main levée, c'était ça, hein, Maria. Ah non, il y a une autre main levée, super. Merci beaucoup pour toutes ces présentations, c'était vraiment très passionnant. Moi, j'ai une petite question concernant, pour revenir en fait à la première présentation de Céline Guivarch sur le rythme de changement que l'on doit suivre. Est-ce qu'il est prévu, dans le cadre en particulier des outils qui vont être développés, qui sont là, de pouvoir les mettre à disposition dans des agences type ADEME ou autres, ou en particulier dans le cadre de la rénovation des bâtiments, puisque là, il y a tout un projet d'aller vers des rénovations plus complètes pour avoir une meilleure évaluation dans le cadre de MaPrimeRénov' ou autre, et pouvoir accélérer ce process-là, même via, je ne sais pas sur quel modèle économique ça peut se construire, mais je pense que ça pourrait contribuer vraiment à faire avancer au niveau plus global les travaux précurseurs qui sont menés dans le cadre du lab. Merci. Merci, je veux bien répondre. Donc, effectivement, on a beaucoup de collaborations avec l'ADEME
Et ils ont bien du mal à augmenter le rythme des rénovations sur une seule base de performance énergétique. Et notre dernier projet avec eux, justement sur l'adaptation au changement climatique, a montré que, en fait, par exemple, l'isolation thermique, le changement des vitrages pour des doubles ou des triples vitrages, elle a un effet sur la performance en hiver, on économise sur le chauffage, mais elle a aussi un effet en termes de confort et de protection contre les canicules. Et ça va nous aider beaucoup à convaincre les maîtres d'ouvrage, et on espère, là, avec l'ADEME, communiquer énormément sur cet aspect-là pour sensibiliser les propriétaires, en particulier de logements, pour qu'ils rénovent leur logement, qu'ils soient bailleurs ou occupants, et qu'ils puissent comme ça avoir le double service d'économie d'énergie, mais aussi de confort. Alors les outils sont diffusés largement. En fait, les outils qu'on développe, tous nos outils, sont développés auprès de bureaux d'études, d'architectes, pour justement permettre que les développements de recherche soient appliqués par les acteurs de terrain. Oui, c'est vraiment le grand principe du mécénat, c'est que les travaux de recherche ils bénéficient du retour d'expérience des projets de Vinci, et ensuite les résultats ils sont accessibles à tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre main qui se lève, 2 rangées avant? N'hésite pas à te présenter. Ouais. Moi, c'est Moulo Differogen. Je suis doctorant à Courbon Software, doctorant en IA. Et je vous remercie pour votre présentation. Et j'aimerais revenir à une question sur la dernière présentation, qui concerne l'IA et la rénovation énergétique. Ma question, c'est plutôt sur la motivation du projet et pourquoi on est allé sur l'IA. Alors que vous avez parlé de la proposition de mesures d'innovation et d'optimisation multicritère sur des objectifs et aussi des contraintes budgétaires et de responsabilité. Pourquoi l'IA et pourquoi pas tout simplement optimisation? Alors, c'est une question intéressante, merci. Aujourd'hui, on a déjà effectivement la possibilité de développer des solutions avec notamment tout ce qui est STD, simulation thermodynamique de bâtiments. Le sujet, c'est aussi de pouvoir gagner en temps d'étude. Donc aujourd'hui, rentrer tous les plans d'un bâtiment en phase de conception, c'est quelque chose qui est extrêmement long pour déterminer les différentes mesures. Alors pourquoi l'IA? Aujourd'hui, c'est une solution qui nous a été proposée pour effectivement nous permettre de gagner en temps considérable d'études en phase de conception d'un projet. Et puis, ça peut aussi nous permettre de combiner toutes ces mesures de rénovation et trouver en fait des compromis de façon un peu plus rapide pour répondre aux objectifs qui sont fixés aujourd'hui. Donc vraiment, le sujet de l'intelligence artificielle, encore une fois, là, le but, c'est de parler de perspective. On est en recherche. Le but, c'est de trouver des solutions, mais le but, c'est aussi de simplifier notre approche sur le sujet. Et c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, là, c'est de mettre en avant des critères vraiment simples de bâtiment. Donc, localisation. Alors, j'en parlais avec Bruno tout à l'heure. On parlait aussi de la localisation au niveau de la rue ou de l'environnement proche, qui sont en fait des sujets qu'on peut récupérer simplement. Aujourd'hui, via un Google Maps et l'adresse du projet, ça se fait facilement. Forme de bâtiment, hauteur, etc. Voilà, c'est des sujets qui sont simples et qui prendraient moins de temps que finalement rentrer des plans pour faire des simulations thermiques. Donc c'est vraiment dans une optique de massification de la rénovation énergétique, en fait. Ouais, d'accord. Et je vous remercie pour votre réponse. Peut-être vous répondre d'une autre manière. Vas-y. En fait, alors je représente un maître d'ouvrage, comme vous l'avez compris. On est très en décalage avec les simulations thermiques dynamiques, les STD. On s'aperçoit que les objets construits sont mal vécus par les gens parce que ce qui a été imaginé ne fonctionne pas. Et on a besoin d'aller chercher d'autres outils qui nous rassureront sur ce que l'on construit. C'est clair, ouais. Mais
Je dirais aussi, avant de passer à l'IA, parce que c'est un terme très général, or que l'optimisation, elle est au cœur de l'IA, il faut aussi envisager de voir optimisation que IA comme une grosse boîte noire. Merci pour votre réponse. Peut-être Bruno a apporté un petit complément sur cette dernière remarque. Non, je crois que les métamodèles obtenus par l'apprentissage automatique vont réduire les temps de calcul et vont permettre de l'optimisation plus efficace, en fait, hein, en plus de répondre à la question de toute la modélisation et du temps passé à collecter les données. Hein. Donc il y a aussi cet avantage-là en termes de temps de calcul. Est-ce qu'il y a une autre... on a le temps pour une toute dernière question? Sinon, moi, j'aurais une petite remarque, ou peut-être pour élargir le spectre. On a beaucoup entendu parler, utiliser des mots d'ingénieur, finalement, de calibrage, de contrôle-commande, de gestion optimale, d'optimisation. Mais en fait, ce qu'ils ne disent pas, parce que pour eux, c'est inné, c'est que, en fait, dans la modélisation sur les bâtiments, un des éléments clés dans une démarche d'éco-conception, c'est de prendre en compte l'usage. Et donc, si certains d'entre vous, là, dans la salle, se disent « ouais, c'est un truc d'ingénieur, ils utilisent des gros mots d'optimisation, etc. », il faut quand même avoir en tête que les travaux qui sont menés, vraiment la base, c'est de comprendre combien d'occupants, quelles sont les activités qui sont menées dans le bâtiment. Et donc, ce sujet-là de l'usage, il est vraiment au cœur des recherches et au cœur, finalement, des données d'entrée de tous ces modèles-là, donc c'est hyper important. Et donc la question, on va dire, plus d'ordre sociologique, elle est vraiment intégrée à tous ces travaux de recherche. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau, les remercier. On a vu de beaux bilans et de belles perspectives. Et maintenant, on va pouvoir passer au dernier sujet. Alors on a appelé cette séquence nature en ville, mais il me semble qu'on va parler de nature aussi en dehors des villes. Et donc côté, tu veux parler où okay. Côté AgroParisTech, d'accord. Donc côté AgroParisTech, on aura un bilan qui va être présenté par Jean-Roger Estrade, qui est professeur d'agronomie à AgroParisTech et qui suit et encadre les travaux du Lab Recherche Environnement pour AgroParisTech depuis 2008. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ta dernière université. Mais toi, c'est vraiment la dernière, j'ai l'impression. Enfin bref, on en reparlera après. Mais non. Bon bref, Jean qui va nous parler du bilan, et puis Erwan Persson, qui lui aussi est professeur à AgroParisTech, va nous parler des perspectives. Et puis nous aurons le mot de la fin pour Pierre Montluc de Vinci Construction, en particulier de la division Route France. Bien, bonjour. Donc j'ai été présenté, donc je n'ai plus à le faire. Voilà. Et ce bilan des actions, de la contribution d'AgroParisTech aux travaux du Lab, lorsque je l'ai préparé, m'est revenu en mémoire la première réunion qu'on a eue avec le groupe Vinci lorsqu'on a proposé au groupe ce projet de chaire d'entreprise. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore Lab Recherche Environnement. Et donc on est allé chez Vinci, les 3 représentants des 3 écoles, les ponts, les mines et agro. Et la première question que la personne de Vinci, je crois que c'était M. Copé, nous a posée, c'est mais les transports, je comprends, pour l'éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures. Les mines, je vois bien, pour l'énergétique des bâtiments, la construction. Mais agro, qu'est-ce qu'agro vient faire dans un tel projet? Et donc il m'a laissé 2 minutes pour le convaincre de l'intérêt d'associer dans une démarche d'éco-conception des personnes, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui travaillent sur le vivant. Et je pense que quand on regarde un peu en arrière, sur les 15 ans qui viennent de s'écouler
de fonctionnement de cette chaire de mécénat. Je pense que voilà, l'un des résultats de cette période, c'est bien que AgroParisTech a su trouver sa place dans ce projet, qu'on a montré qu'une approche d'éco-conception, c'était non seulement une approche interdisciplinaire, qu'il nous faut des spécialistes des transports, qu'il nous faut des spécialistes des bâtiments, mais que les spécialistes du vivant ont aussi quelque chose d'intéressant à apporter dans l'éco-conception des ensembles bâtis, et aussi d'ailleurs au fait dans les liens entre les constructions d'infrastructures et la nature. Donc, dans ce petit exposé, on va donc parler à deux voix. Je vais rappeler quand même, justifier ce que je viens de dire. Pourquoi est-ce qu'AgroParisTech est intéressant, puis présenterai le bilan, alors pas exhaustif, hein, parce que bon, de la même manière que pour les mines ou pour les ponts, il y a eu énormément de choses de faites, même si on se restreint à la dernière séquence, celle qui vient de se terminer, de 5 ans. Il y a eu énormément de travaux, donc ça sera quelques illustrations, et j'ai choisi ces illustrations pour mettre un peu l'accent sur une spécificité de ce qu'on fait, à savoir qu'on mène quand même des recherches fondamentales, certes, à fort contenu scientifique, on va dire, mais toujours dans l'esprit de fabriquer, de produire des outils utiles aux opérationnels. Donc je vais essayer de l'illustrer. Et puis je passerai la parole à Erwan pour la troisième partie sur les perspectives. Donc AgroParisTech, c'est l'apport dans ces recherches-là du vivant dans l'éco-conception de la ville et des infrastructures. Et les thématiques sur lesquelles on travaille, bonjour, j'ai l'impression d'être devant mes étudiants de première année, ils arrivent en retard. Normalement, asseyez-vous. Ça, c'est pas possible. Et donc les thématiques qui touchent à ce vivant dans la ville sont diverses. Donc l'écologie urbaine, hein, la biodiversité dans la ville. L'agriculture urbaine, qui est un thème qui est arrivé dans nos préoccupations en cours de route. On est content de l'avoir porté. C'est un pari qu'on a fait. Au début, on croyait que l'agriculture urbaine, c'était un peu un effet de mode. On s'aperçoit maintenant que c'est quelque chose qui a tout à fait sa place dans la ville du futur, quand on imagine, quand on éco-conçoit des quartiers. Une autre thématique touchante à nos spécificités, c'est la compensation écologique, hein, dans le cadre, vous le savez, de la démarche ERC, éviter, réduire, compenser. Il faut compenser l'impact sur les écosystèmes de la construction d'un certain nombre d'infrastructures. Et cette compensation est plus compliquée qu'il n'y paraît. Et enfin, l'évaluation des services rendus par la végétalisation des villes, c'est peut-être là d'ailleurs l'aspect le plus porteur de nos travaux. AgroParisTech apporte dans cet ensemble-là un éventail très large de compétences en fait. C'est une école qui a des enseignants dans les domaines de l'écologie, de l'étude de la biodiversité. Bien sûr, AgroParisTech s'occupe d'agronomie, mais aussi de des disciplines qui sont un peu connexes à l'agronomie, qui est une discipline intégrative, comme par exemple la science des sols. Enfin, AgroParisTech a des spécialistes reconnus dans le domaine de la physique de l'environnement et des échanges biosphère-atmosphère. On peut appeler ça la bioclimatologie, même si Erwan, qui en est spécialiste, trouve que c'est un peu réducteur de ramener ça qu'à la bioclimatologie. Donc un éventail très large de compétences pour contribuer à ces différents thèmes. Et je vais essayer d'illustrer quelques travaux dans les différentes thématiques, écologie urbaine, agriculture, etc. Donc avant ça, le bilan. Alors là, ramené à la séquence qui se termine ces jours-ci. Donc un bilan tout à fait important hein, en matière d'activité scientifique. 4 masters, 3 thèses, 7 années ingénieurs. Une partie des travaux est menée par des ingénieurs d'études et de recherche recrutés spécifiquement sur les projets de la chaire, et qui a débouché sur 37 publications scientifiques, pour la plupart dans des revues de très bonne notoriété. Mais la communication scientifique, c'est aussi la participation à des conférences, des colloques scientifiques, 20 communications. Et puis c'est aussi communiquer auprès des professionnels, des gens qui ne sont pas forcément du monde de la science. Et donc on a pu intervenir dans toute une série de manifestations, dont certaines d'ailleurs au fait ont lieu ici à Léonard. Je pense à Building Beyond.
Alors, premier exemple, sur la thématique de l'écologie urbaine, dans le domaine de l'écologie urbaine, les recherches, enfin, on a développé des recherches sur l'écologie urbaine qui ont abouti à la proposition d'un outil d'aide à l'aménagement qui porte spécifiquement sur la biodiversité. Alors, il y a plusieurs manières de faire. On a choisi une option, celle qui est de privilégier une approche de l'étude de la biodiversité urbaine à travers les habitats. D'autres solutions étaient possibles, par exemple dresser des listes exhaustives d'espèces vivant dans les quartiers. Ce n'est pas ce qu'on a retenu. On pense que la base de tout ça, c'est de proposer à la biodiversité des habitats, et des habitats qui soient bien sûr propices aux différentes fonctions que sont la nutrition, la reproduction, le refuge pour les différents organismes qui vivent dans la ville. Des habitats aussi qui soient connectés. C'est très important que les organismes vivant dans la ville puissent se déplacer d'un habitat à l'autre, d'un lieu à l'autre. Et puis des habitats qui fonctionnent correctement, par exemple avec des sols propices au développement des plantes. Et donc cet outil, c'est un outil qui permet d'évaluer sur un certain nombre de critères, 5 critères, qui présentent les résultats sous la forme ici d'un diagramme radar. Vous avez vu que c'est une façon de présenter les choses qui est assez fréquente dans nos travaux, qu'on va retrouver dans un peu tous les domaines, et qui débouche sur l'évaluation d'un potentiel de biodiversité. Et cet outil va être utilisé soit pour évaluer une situation initiale dans laquelle on envisage de développer un écoquartier, soit pour comparer différents scénarios d'aménagement à travers leur impact sur la biodiversité. Autre thématique, comme je le disais, qu'on a introduit en cours de route, qui n'était pas présente il y a 15 ans au démarrage de la chaire. J'appelle toujours ça la chaire, j'ai du mal à appeler ça le lab. Mais c'est une chaire. Donc c'est une chaire de ça s'appelle le lab recherche environnement. Donc une thématique que l'on a introduite, qui est celle de l'agriculture urbaine. Et en particulier dans ce thème-là, on a travaillé sur le type de substrat pour porter les plantes que l'on désire cultiver, alors, en particulier sur des toits d'immeubles. Et donc, ces substrats, c'est un objet technologique assez complexe, finalement. Il ne s'agit pas de, installer un bac de sable pour y faire pousser des laitues et des tomates. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, il y a une technologie de la conception de sols, entre guillemets, artificiels, même s'ils sont composés de matériaux naturels. On appelle cet objet un technosol. Et donc, dans le cadre de nos recherches, on a on a mis au point différentes méthodes pour construire les technosols. On a évalué les performances de différents types de substrats et produit des résultats, vous voyez, où l'évaluation est multicritère, portant non seulement bien sûr sur la production alimentaire que l'on peut retirer de cette agriculture urbaine, mais également sur l'aptitude de ces substrats à stocker du carbone, sur également l'influence que l'installation de ces dispositifs d'agriculture urbaine peuvent avoir sur le cycle de l'eau, sur le stockage de l'eau justement, lors par exemple de phénomènes d'orage, de manière à écrêter les crues. Donc voilà, donc toute une série de recherches. Et là encore, ces recherches portant sur les technosols ont trouvé des développements dans le groupe. Et maintenant, l'activité, un peu dans le cadre aussi de réflexion autour de l'économie circulaire, cette activité de conception de substrats, de recyclage de matériaux pour concevoir des substrats, cette activité est devenue tout à fait importante. Toujours dans le domaine de l'agriculture urbaine, on a aussi développé des méthodes spécifiques à cet objet, l'agriculture urbaine, des méthodes d'ACV spécifiques à cet objet. Donc l'ACV, vous l'avez vu, c'est un outil un peu transversal aux activités du lab. On va réaliser ces évaluations environnementales dans un peu tous les domaines que l'on explore à travers nos travaux de recherche, que ce soit dans les bâtiments, dans les transports, mais aussi dans le cadre de l'analyse du cycle de vie. Et donc, on a adapté notre méthodologie ACV aux spécificités des systèmes d'agriculture urbaine. Et on a testé plutôt ces méthodologies dans un nombre assez important de situations pour une thèse qui était tout à fait intéressante. La compensation écologique, c'est aussi quelque chose dont on a voulu s'emparer un petit peu et pour lequel on a proposé nos services. Donc, avec un angle un peu particulier.
Là, pour le coup, il s'agissait d'introduire dans les réflexions autour de la conception de méthodes de compensation écologique, d'introduire donc un aspect, je veux dire, un peu science humaine. C'est-à-dire, finalement, un projet de compensation que l'on met en place lorsqu'on construit une autoroute, lorsqu'on construit une ligne TGV à grande vitesse. Un projet de compensation, c'est quelque chose qui va mobiliser plusieurs acteurs qui ont des intérêts pas toujours convergents. Et donc, à travers un certain nombre d'études de cas, l'analyse de plusieurs dossiers, eh bien, le travail de thèse de Julie Lombard-Latune a permis de mieux comprendre les interactions, la manière dont les acteurs s'organisent et d'essayer de trouver les moyens de faire converger, de faire consensus autour d'un projet d'acteurs dont, encore une fois, les intérêts ne sont pas forcément convergents. Et ça a d'ailleurs débouché sur un outil qui est le développement d'un serious game, et j'aime bien cet oxymore, sur la compensation écologique. Un jeu tout simple, mais pour lequel on réunit autour d'une table des acteurs qui sont des agriculteurs, des forestiers, des maires, des représentants de différentes associations, y compris de défense de la nature, et puis des promoteurs, des constructeurs, etc., le représentant des constructeurs de l'infrastructure. Et voilà, et donc en testant différents scénarios d'aménagement, différents scénarios aussi de compensation, et bien petit à petit, on amène les gens autour de la table à converger vers une solution qui représente le meilleur compromis entre les différentes personnes. Dernière thématique importante, les services rendus par la végétalisation urbaine. Ça, c'est un sujet qui a vraiment monté en puissance. Le rôle de la végétation dans la maîtrise, le contrôle de l'îlot de chaleur urbain. Et donc, à travers la thèse de Sonia Almintec, eh bien, sous la direction d'ailleurs de deux enseignants-chercheurs d'AgroParisTech, dont Erwan Persson, on a conçu et validé un modèle qui évalue les effets de la végétalisation du milieu urbain sur la régulation du microclimat. Donc c'est un modèle, on est parti vraiment du départ, de la conception du modèle, en faisant un certain nombre d'hypothèses, en le paramétrant, et puis ce modèle, en le faisant tourner, permet de tester, d'étudier l'impact sur donc, le microclimat urbain de différents scénarios de végétalisation des quartiers. Ce thème-là est intéressant aussi parce que l'un des enjeux du lab, c'est d'essayer de faire le plus possible, c'est un des grands vœux de Bruno Peuportier, essayer de faire en sorte que les trois écoles collaborent ensemble. Et on s'est retrouvé justement sur cette thématique de la maîtrise de l'îlot de chaleur urbain, avec donc AgroParisTech qui apporte sa connaissance de l'impact de la végétalisation sur le microclimat, et les mines qui presque prennent en variable d'entrée finalement ce que l'on leur fournit pour simuler les performances énergétiques, mais aussi sur le confort et la santé des habitants des bâtiments. Les résultats, la végétalisation, ça marche. Ça c'est la bonne nouvelle. L'impact, c'est pas bœuf, il est très variable. Les ordres de grandeur, je vous les donne, de 0,1 à 2 degrés. Les ordres de grandeur donc d'impact, de réduction de la température de l'air dans les quartiers. Et là, il s'agit d'air extérieur et non pas d'air à l'intérieur des bâtiments. À l'intérieur des bâtiments, c'est 0,7 degrés. C'est ce que montrent nos simulations. Alors il faut prendre ces chiffres avec prudence. Ils correspondent à une série de scénarios, une série de contextes précis dans lesquels on a fait nos simulations. Voilà, il faut encore poursuivre les travaux pour avoir des évaluations plus précises. Et puis, on retrouve encore l'ACV, notre outil phare, puisque ça nous a permis d'introduire ces simulations sur les températures de l'air dans l'une des variable de l'ACV, je ne sais pas s'il faut dire variable, une des sorties de l'ACV, qui est l'estimation des années de vie en bonne santé. Un dernier élément, c'est que ces travaux sur la végétalisation en ville ont souligné l'importance de l'eau dans la ville. C'est un sujet qui, jusqu'à présent, n'a pas été suffisamment abordé. Très rapidement, je vous explique l'affaire.
Pour que la végétalisation soit efficace à refroidir l'air de la ville, il faut que les arbres puissent fonctionner. Ils vont refroidir l'atmosphère par l'ombre qu'ils portent sur le bâtiment, mais ils vont aussi refroidir l'air par l'évapotranspiration au niveau des feuilles. Et pour que l'évapotranspiration ait lieu, il faut que l'arbre ou les autres plantes puissent consommer de l'eau. Il faut donc que de l'eau soit disponible dans le sol. Et donc, l'étude du cycle de l'eau urbain, c'est quelque chose d'important. On verra, je crois, Erwan, que dans les perspectives, c'est l'une des thématiques qu'on a choisies pour la séquence qui vient. Alors, je vois que Maxime regarde sa montre. J'ai fini, voici la dernière diapo. Quand on se retourne un petit peu sur la troisième séquence, et peut-être même un peu au-delà, quelle conclusion tirer ? La consolidation finalement de la place d'AgroParisTech dans le projet et toute une série d'outils qu'on avait initiés lors des premières séquences s'est trouvé, toute une série des thématiques plutôt qu'on avait initiées avant, et en particulier les travaux sur le technosol ont pu prendre toute leur place dans les recherches du lab. Mais un point que je voulais souligner aussi, c'est que le lab apporte à nos recherches, apporte au groupe Vinci. Mais en retour, le lab apporte aussi à l'établissement qui le porte, aux établissements qui le portent. Alors je ne parlerai surtout pas pour les ponts ou pour les mines, mais pour AgroParisTech, cette activité du lab, finalement assez conséquente, a permis de renforcer un axe qui n'était pas trivial ou intuitif au début pour une école comme AgroParisTech, qui est un établissement plutôt tourné vers les espaces ruraux, pour lequel ces dernières années, quand même, depuis les années 90, on était un peu rapprochés de la ville en étudiant le périurbain, c'est-à-dire l'interface entre les espaces ruraux et les espaces urbains. Mais là, le lab nous a vraiment ancrés dans l'étude des espaces urbains. Voilà, pour une école qui, encore une fois, à l'origine, était plutôt dédiée aux espaces ruraux. Un regret quand même sur cette troisième période, les travaux très intéressants qui nous avaient amené à développer pendant les 2 premières séquences l'outil Biodistrict ont connu une pause sur ce thème-là. On a un peu, pendant la troisième séquence, on n'a pas beaucoup travaillé sur Biodistrict. Voilà, je le regrette un peu. Je pense que dans les perspectives, on va, et d'ailleurs Monsieur Montluc va nous dire à quel point ça lui plaît, ça, on va relancer les travaux sur Biodistrict. Et puis voilà, cette troisième séquence, c'est aussi l'occasion, le passage de la troisième à la quatrième séquence ces jours-ci, c'est aussi l'occasion de renouveler un petit peu l'équipe de management niveau AgroParisTech du lab, où je vais passer la main à des collègues plus jeunes. Voilà, je vous remercie pour l'écoute de cette première partie de l'exposé sur le bilan et le rôle d'AgroParisTech dans le lab. Et je passe la parole donc à Erwan, mon collègue, qui parlera des perspectives pour la quatrième séquence. Alors, il est très difficile de passer derrière Jean-Roger Estrade pour son dynamisme et sa pédagogie, et aussi parce qu'il a mangé tout mon temps de parole. Non. Donc, je vais vous parler des éléments relatifs à la poursuite, mais plutôt à travers c'est intitulé 3 travaux de thèse, il y en a 6, c'est plutôt les travaux de recherche qu'on va essayer de mener. C'est le projet qu'on imagine pour les années à venir. Voyez ça plutôt comme des projets de recherche que comme des thèses exactement. Il y a un peu de souplesse sur comment ça va se dérouler exactement. Sur les 6, les deux premiers travaux sont relatifs à une continuité des travaux déjà engagés sur la séquence précédente que vous a décrit Jean. Donc il y a une thèse sur les ACV des systèmes alimentaires dans les quartiers, donc fondée sur des éléments que vous avez vus tout à l'heure, mais avec l'idée de comparer des scénarios d'approvisionnement alimentaire en fonction du type d'occupation, de l'origine des aliments et du régime alimentaire. Donc c'est bien une poursuite des éléments mis en place par une précédente thèse. La deuxième thèse, qui est en rapport avec des travaux, vraiment c'est une continuité, c'est à nouveau la dimension technosol que vous a présenté Jean tout à l'heure,
mais avec l'idée, alors c'est la partie objectif, de produire des règles de conception de ces fameux technosols. Donc c'est un élément important, essayer de proposer une sorte de guide ou des règles ou une façon de faire de manière pragmatique. D'associer à cet objectif l'étude de l'évolution de la composante biologique des sols, ça c'est plutôt la partie scientifique, comment la partie biologique évolue à l'intérieur de ces sols qui ont été complètement construits, et évidemment d'évaluer la capacité de ces technosols à stocker le carbone. Enfin, là c'est un petit peu plus connexe, mais c'est un travail qui finalement a découlé d'un premier travail précédent, c'est tout ce qui concerne l'eau dans la ville. Alors là, je dirais, il y a tellement de questions que je n'en ai mis que quelques-unes, je n'en ai présenté que quelques-unes, parce que, en fait, les questions sont très nombreuses. L'idée est d'abord de bien connaître les besoins en eau des végétaux dans les milieux urbains, savoir quelle estimation doit-on avoir selon le type de végétaux, et puis après, et une deuxième question qui est également en haut de la diapo, comment améliorer l'amélioration en eau de ces fameux végétaux, parce que s'il n'y a pas d'eau, finalement, ils ne vont pas bien fonctionner tel qu'on le veut, et comment est-ce qu'on peut avoir des aménagements qui permettent de stocker et de donner l'eau à ces plantes. Et plein de questions appliquées qui sont listées sur le diaporama derrière, comme quels sont les dispositifs de gestion de l'eau qui vont permettre d'apporter de l'eau pour limiter le stress des arbres. Un autre qui est, finalement, avec ces arbres, quels peuvent être les effets sur le climat urbain du fait de ces solutions qu'on a proposées. Est-ce qu'il y a des éléments qui vont permettre directement, au-delà des arbres, de rafraîchir le quartier? Et selon le type de végétalisation, y a-t-il des solutions qui sont plus adaptées pour refroidir le quartier? Donc il y a plein de questions qu'il faut qu'on fasse émerger, qu'on clarifie bien. Alors, c'est sur les thèses numéro 4, 5, 6, c'est un petit peu plus exploratoire. Il y en a une qui fait intervenir un peu plus, cette fois-ci, les SHS, avec l'idée de travailler sur les jardins domestiques, avec deux composantes. Une composante relativement écologique, avec comment est-ce qu'on peut mieux comprendre les interactions entre l'environnement écologique et les activités humaines au sein de ces jardins pour influencer la diversité des plantes et la biodiversité, les pollinisateurs, ça c'est plutôt la dimension écologique, et une dimension plutôt SHS qui permet de savoir quelles sont les pratiques des habitants qui possèdent ces jardins pour augmenter le sentiment de connexion de ces habitants à la nature. Enfin, la dernière sera encore plus compliquée dans les travaux qu'on cherche à mener, mais celle-ci concerne la biodiversité des sols urbains, avec l'idée de mieux comprendre les déplacements de la biodiversité au sein de ces sols et de bien comprendre l'interaction entre le sol et le bâti présent, c'est-à-dire comment l'organisation du bâti peut améliorer ou dégrader la capacité des sols à stocker le carbone, à recycler des composés, etc. Et la dernière est dans la continuité de ce qui a été fait sur les travaux de l'îlot de chaleur urbain, c'est d'essayer de composer avec le rôle de la végétation, le rôle du bâti et la mobilité, pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut croiser la régulation de l'îlot de chaleur urbain, essayer de dépolluer l'air en croisant végétation, bâti et mobilité. Et évidemment, pourquoi je dis que c'est un peu plus complexe, c'est qu'il faut que dans ce type de travaux de recherche, il y ait les trois écoles qui discutent, qui collaborent en même temps. Voilà. Alors, mes collègues avaient présenté une conclusion. Moi, c'est simplement des remerciements auprès des travaux qui ont été faits auparavant. Et c'est surtout que les conclusions précédentes sont vraiment parfaites. Je me disais, je ne vais faire que redire les conclusions de mes collègues précédemment. Donc, je n'ai pas de conclusion, sauf vous remercier. Merci beaucoup à tous les deux.
On passe maintenant au témoignage opérationnel, donc avec Pierre Montluc, qui est directeur du marketing stratégique de la division Route France de Vinci Construction. Merci Maxime. Écoutez, en fait, marketing stratégique, mais dans ma direction, et c'est là où vous allez peut-être comprendre, c'est qu'il y a aussi le développement, et notamment le développement de nos nouvelles offres. Et puis d'ailleurs, c'est M. Peuportier qui a parlé tout à l'heure de PowerRoad. Donc PowerRoad est l'une des deux offres avec Revilo dont je vais vous parler aujourd'hui. Des deux offres, on va dire, qu'on pousse fort aujourd'hui au-delà de nos offres produits. Là, c'est vraiment des solutions. Alors, vous m'excuserez aussi d'entrée parce qu'effectivement, les prestigieux orateurs qui m'ont précédé, ils sont super. Il y a beaucoup de données techniques, scientifiques. Moi, je vais plutôt être... parce que nos clients, si je viens avec les slides de Jean, ils vont me jeter les tomates. Et si je viens devant vous en cours, vous raconter ce que vous avez raconté, vous allez aussi me jeter les tomates. Donc, à chacun son rayon. Mais voilà. Donc, en fait, moi, je vais vous parler de Revilo et la façon dont on a construit Revilo et à quel moment le lab, AgroParisTech notamment, sont intervenus. Parce que vous verrez, ils sont intervenus au tout début, ils sont intervenus un peu au début, et puis je pense que le meilleur reste à venir, parce qu'il y a encore 5 ans, je crois que tout à l'heure ça va être signé. Mais voilà, donc en fait on a... Et à un moment donné, je dirais qu'entre la recherche académique et la recherche appliquée en entreprise, nous on est pressés, vous savez, donc voilà, on va bientôt se rejoindre et ça sera un bonheur. Donc, Vinci Construction, mais sur le terrain, on a souvent la marque Eurovia, Jean Lefebvre et plein d'autres marques. Et je dirais qu'on est connu souvent pour réaliser des infrastructures de transport, des routes et des aménagements urbains. Et donc, c'est pour ça que je viens vous parler de nature. Donc, mais de nature en ville, vous comprendrez. Donc, je vais prendre effectivement la première slide, la genèse de notre offre Revilo. On est en 2020, le Covid vient de nous clouer chez nous, mais quand on a pu ressortir, nous on s'est aperçu on avait un groupe de travail qu'on avait constitué pour travailler sur les friches industrielles. Les friches industrielles, qu'est-ce qu'on peut en faire? Enfin voilà, je dirais que certains considéraient que c'était vraiment des fardeaux et d'autres considéraient déjà que c'était une chance d'avoir une friche dans une ville. Et puis on s'est retrouvé un matin à AgroParisTech. Et je me suis retrouvé avec mes deux collègues, Yvan Drouaden, ici présent, directeur technique et recherche du groupe, et Lionel Grain, qui est directeur innovation. On s'est retrouvé dans un atelier d'agriculture urbaine où on nous a emmenés sur le toit d'AgroParisTech pour voir c'était pas des bacs, mais globalement, c'était des centaines de kilos de technosols. On a commencé à parler de technosols. Alors nous, sur nos plateformes, les centaines de kilos, c'est plutôt les centaines de tonnes, voire voilà. Donc en fait, mais quand même, on a eu cette petite graine là qu'on a plantée, et vous verrez pourquoi tout à l'heure dans l'une de mes dernières slides. Et puis en parallèle de ça, donc ces deux éléments, on avait notre président, Pierre Enjolras, qui nous disait le sujet de la nature en ville. Je vous rappelle, on était en 2020, donc le sujet de la nature en ville, les gars, faut regarder ça quoi. Donc du coup, avec la conjonction de ces trois faits, on va dire, on a constitué un groupe de travail sur la création d'îlots de fraîcheur sur les friches urbaines. Voilà, c'est ça la genèse de notre offre Revilo. Et puis, donc, du coup, quand on veut développer, on commence par lire, par se renseigner, par rencontrer, faire plein de choses, des ateliers, enfin plein de choses un peu. En plus, on essaye d'être créatif dans la méthode. Et puis très vite est apparu quelque chose. Alors, on a beaucoup lu, notamment dans la bibliographie scientifique, celle entre autres du CEREMA et sur le rafraîchissement urbain. Et il est très vite apparu qu'il y avait un élément clé là-dedans, c'était l'arbre. Alors voilà, on l'a appelé climatiseur naturel de la ville. Je crois que ça, on l'a pas inventé. Ça doit être dans les présentations du CEREMA. Bah oui, mais je suis un marketeur, moi. Voilà, donc voilà. Et nos clients, effectivement, on est là pour effectivement leur synthétiser tout ça d'une manière simple, parce que c'est pas forcément des scientifiques ni des techniciens. Donc voilà, l'arbre, c'est la clé de voûte. Et très vite, vous voyez, il y a 3 petits pictogrammes. Là, un vert, ça ressemble à la nature. Vous voyez un peu d'eau et quelque chose que vous allez voir qui va vite ressembler au sol. Donc ça, c'est ce qui très vite nous a paru évident. Donc en fait, on a créé une offre qu'on a lancée au Salon des Maires il y a pile un an. Qui s'appelle Revilo, avec une petite signature, c'est la ville version nature, avec 4 petits pictogrammes, c'est-à-dire que demain, si quelqu'un de chez nous sait plus ce qu'il y a dans Revilo, parce que vous allez voir, on s'appuie sur 4 leviers, au moins dans le logo, il a la réponse. Donc c'est-à-dire les 3 logos que vous retrouvez, plus un 4e pour lequel on nous attend un peu plus, que sont les revêtements de surface. Donc voilà. Alors, en plus de ça, voilà, nous, je dirais, les espaces verts, on nous voit plutôt comme des gens qui faisons des routes. Mais encore une fois, quand on regarde nos réalisations,
Des cours oasis à Paris, pour ceux qui sont parisiens, c'est un concept, en clair, on fait de la nature dans les cours d'école, de façon à rafraîchir le quartier et puis globalement rafraîchir la ville. Parce que quand vous avez 100, 200, 300 points de fraîcheur, globalement, vous rafraîchissez quand même la ville. Et donc, des cours oasis, on en a fait une centaine. Et puis, il y a tout un tas d'opérations. Là, j'en ai mis que quelques-unes, parce que je pourrais en sortir des dizaines et des dizaines. Mais les Jardins de l'Ars à Bordeaux, qui est une opération récente, le Parc de la Loubière à Toulon, et Chirol avec une école où, globalement, qui a eu tout un tas de prix européens, et c'est une école, on va dire, de 8000 m² de revêtement en enrobé, très classique, où, globalement, aujourd'hui, ils ont transformé en îlot de fraîcheur qu'ils ouvrent le week-end dans un quartier un peu chaud aux populations, quand il fait très chaud, pour que les gens, ça leur serve de parc. En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc, en fait, des équipements qui ont plusieurs fonctions. Donc, et puis, au passage, même si on a, dans l'immense majorité de notre activité, ce sont des travaux d'aménagement. Malgré tout, on a des travaux d'espaces verts, on a des entités qui déjà, depuis des années, réalisent des travaux d'espaces verts. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est sur le sujet, on s'est senti très légitime. Donc, en fait, on a créé Revilo. Donc, Revilo, c'est une offre de création d'îlots de fraîcheur urbains qui répond à 3 demandes, on va dire, majeures. Alors, majeures pour moi, c'est notamment le rafraîchissement urbain. Parce que le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est un fait. C'est clair qu'on n'y échappera pas. Donc, ça veut dire qu'il faut rafraîchir les villes pour qu'elles continuent à être vivables. Et ça, c'est un vrai défi. Tout à l'heure, on a parlé de mobilité en ville, ou de mobilité tout court, pardon. Dans les villes, il y a entre autres les mobilités des villes, mais aussi le rafraîchissement urbain, qui est vraiment une problématique essentielle. De plus en plus, et les gens en ont pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, parce que l'îlot de fraîcheur urbain, on en parle depuis 4-5 ans, on va dire, et pas beaucoup plus. Après, il y a une autre problématique qui est la gestion des eaux pluviales. Alors, c'est à la fois une problématique et un moyen de rafraîchir, ça a déjà été dit, mais on voit aujourd'hui la gestion des eaux pluviales, quand si on s'en occupe pas, soit on n'a plus d'eau l'été, soit il y a trop d'eau à un moment donné parce qu'on a tout imperméabilisé. Donc voilà, cette notion de gestion des eaux pluviales. Et enfin, suite au Covid, le besoin exprimé par bon nombre de Français citadins de besoins de nature en ville. Voilà, donc c'est les 3 objectifs de cette offre. Et en fait, donc, une fois qu'on a eu lu toute cette bibliographie, on en a fait une petite synthèse et on s'est dit, voilà, pour rafraîchir la ville, il faut qu'on agisse sur 6 leviers. Alors moi, je vais vous parler de 4, c'est mes 4 petits pictos de tout à l'heure, mais quand on regarde un peu plus, quand on travaille avec nos amis d'ADIM, aménageurs, ou d'autres du groupe Vinci Immo, eux, par contre, quand ils font des quartiers, en plus des 4 leviers dont je vais vous parler, ils s'occupent du vent, d'où vient le vent, parce qu'effectivement, fonction de comment vous positionnez les bâtiments, vous avez plus ou moins l'effet du vent, et puis des ombrages bâtiments, des ombrages portés. Voilà. Donc ça, je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais nous, on a identifié qu'effectivement, les 4 leviers essentiels, c'était les végétaux, la gestion de l'eau, les sols et les revêtements. Donc, je vais faire très vite ce que Jean nous a tout à l'heure... Il me reste du temps, mais bon, je vais quand même être raisonnable. Donc, bien évidemment, je vous ai parlé de l'arbre climatiseur naturel de la ville, bien sûr, parce qu'il y a l'effet d'ombrage. Quand vous êtes sous un arbre et qu'il fait très chaud, forcément, vous sentez la différence. Mais il y a aussi ce phénomène un peu... Alors, aujourd'hui, on commence à en parler, voire beaucoup. L'arbre, c'est comme un sportif. Si vous lui donnez de l'eau, il transpire. Donc, ça veut dire, vous voyez, on voit apparaître l'eau là, qui, dans mon propos, dans ce premier levier qu'est l'arbre. Donc, ça veut dire que l'arbre, il va transpirer. Alors, la transpiration, c'est ce que vous voyez sur les gouttes. Sur les feuilles, pardon, vous avez donc des gouttes qui apparaissent. Et le but, c'est une réaction endothermique. Vous allez mobiliser une partie de la chaleur pour sécher, évaporer ces gouttes qui vont effectivement se vaporiser. Et c'est comme ça qu'on diminue la température. C'est aussi la même chose près d'un cours d'eau. L'évaporation, c'est le principe naturel. Et c'est donc l'évapotranspiration des arbres. Donc pour évapotranspirer ou pour bien courir, un sportif il lui faut de l'eau, l'arbre il lui faut de l'eau. Donc c'est là qu'on intervient avec le 2e levier, le levier de la gestion de l'eau. Alors on a ressorti du coup, je ne veux pas dire du placard, parce que les anciens, quand on regarde bien, ils avaient fait beaucoup de bon sens dans ce que faisaient les anciens, mais voilà, on a ressorti ce qu'on avait, la chaussée réservoir. Ça c'est des techniques qui sont utilisées dans pas mal d'endroits, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'endroits où je dirais qu'on n'en utilise quand même pas beaucoup. Mais voilà, des chaussées réservoirs et puis des nouvelles façons de faire, des jardins de pluie. Alors les noues, bien sûr, de rétention, d'infiltration. Puis après nous, bien évidemment, on a des revêtements. Là, j'ai mis Hydrovia, c'est l'un de nos produits, on va dire, c'est des enrobés qu'on rend perméables aujourd'hui, infiltrants. Et puis il y a la notion aussi de topographie quand on veut gérer l'eau sur un projet. Et puis de plus en plus, et ça c'est aussi assez nouveau, c'est la déconnexion du réseau d'eau pluviale. C'est-à-dire que pour garder l'eau, aujourd'hui, on a vu que
L'eau devient une ressource rare. Et cette ressource rare, du coup, on la jette plus dans des tuyaux qui passent dans la rue comme on l'a fait depuis 50 ou 100 ans. Donc, et vous voyez, ça commence, on va dire, dans nos activités. Il y a aussi une notion de transformation dont je parlerai à la fin. Mais voilà, donc aujourd'hui, cette eau, on va la garder, puis on va plutôt l'envoyer vers les arbres, puisqu'on a dit que pour transpirer, un arbre, il lui fallait de l'eau. Donc voilà, donc deuxième levier de l'offre Revilo, la gestion des eaux pluviales. Le troisième levier, si j'y arrive, voilà. Donc là aussi, c'est CEREMA, donc le sol. Alors le sol, les technosols, du coup, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Les fonctions, vous les voyez, filtration, stockage, dépollution de l'eau, au passage. Bon, la production végétale, ça c'est par exemple l'agriculture urbaine. L'habitat pour la biodiversité, ça on en a aussi parlé. On a aussi parlé de réservoir de carbone, donc ça très clairement. Et puis rafraîchissement de l'air par ce procédé d'évapotranspiration dont je vous ai parlé. Donc vous voyez, en fait, le sol, les fonctions, elles sont multiples. Et du coup, le sol va devenir un enjeu majeur, on va dire, du rafraîchissement des villes. Et c'est ce sujet demain qu'on va encore continuer à travailler ensemble de manière encore plus forte. Et puis, il y a ce sur quoi, en moyenne, on nous attend dans notre entreprise, des revêtements, des enrobés, de couleurs et autres. C'est ce qu'on attend. C'est vrai qu'on nous attend plus dans ce rayon-là que dans le rayon de la nature en ville, mais voilà. Donc voilà, je vous ai mis tout un tas de revêtements. Alors bien sûr, aujourd'hui, nos clients nous demandent plutôt des enrobés, comme on dit, à fort albédo, donc on va dire des enrobés clairs, et si possible, pas drainants, infiltrants ou perméables. Donc là, bien sûr, vous voyez, on travaille sur des nouvelles, ça ce sont tous nos produits, dont Powerroad d'ailleurs. Je reviens sur Powerroad, vous allez dire que je suis venu parler de nature, mais Powerroad, comme vous enfouissez des calories, en fait, vous diminuez la température au sol des enrobés. Voilà. Donc c'est aussi un moyen de rafraîchir, c'est un effet qui se coule, on va dire. Nous, on n'a pas des clients qui nous achètent Powerroad pour rafraîchir la ville, mais c'est un effet qui se coule, en plus par exemple de chauffer les bâtiments. Voilà, donc ce sont les 4 leviers. Et puis, si je reviens vous vous rappelez, je vous ai dit au tout début, on avait participé à une réunion à AgroParisTech, et là, on a semé une petite graine ce jour-là. En fait, c'est que quand vous regardez la petite coupe à gauche, nous, en fait, dans notre entreprise, depuis des décennies, on est spécialiste de ça. On empile des couches, chacune avec une fonction, dans un but d'assurer un trafic donné. Donc voilà, ça, géotechnique, etc., on est des champions de ça. Et puis ce jour-là, c'était Christine Aubry et son équipe qui étaient dans cette réunion. Ils nous ont montré une coupe d'un sol, alors pas celui qui est en ville aujourd'hui, celui-là c'est le sol naturel qui s'est constitué au travers des millions d'années. Mais globalement, voilà. Donc en fait, et très vite, il nous est apparu qu'entre ces deux coupes, il y avait quand même quelque chose à faire. Et c'est sans doute là que dans la petite graine, on s'est dit, ça doit devenir notre sujet. Et en fait, c'est devenu notre sujet. Donc, au travers des différents échanges qu'on a eus avec le lab et avec notamment AgroParisTech, je dirais qu'on nous orientait aussi vers des bureaux d'études qui, eux, nous ont aidés à avancer d'une manière opérationnelle très vite. Alors là, on est encore dans des balbutiements, c'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on approfondisse ensemble tous ces sujets-là. Mais on a même modélisé un sol, c'est-à-dire qu'en ville, un sol, soit vous le corrigez, je dirais, avec effectivement, je dirais, en amenant, en faisant de l'apport de certains matériaux, et là aussi, sur la slide, je vais y revenir, mais globalement, on l'a modélisé en disant, voilà, il nous faut un horizon organique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui une terre végétale, mais au passage, terre végétale dont on aura de moins en moins, puisque vous avez aussi entendu peut-être parler d'une réglementation qui s'appelle le zéro artificialisation nette, la ZAN, donc qui normalement devrait nous conduire à peut-être faire un peu moins de lotissement dans les champs, donc récupérer moins de terre végétale, alors qu'en ville, il y a de plus en plus besoin de nature en ville. Donc ce qui veut dire que là, à un moment donné, les cours vont se croiser si elles ne se sont pas déjà croisées. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un besoin à ce niveau-là. Donc voilà, un horizon organique. On s'est dit, nous, on a stimulé un horizon éponge. Vous voyez bien le fait de l'éponge, de tenir l'eau de façon à ce qu'effectivement, quand elle tombe à l'automne, l'hiver et au printemps, qu'on puisse la retrouver l'été parce qu'elle aura été stockée à cet endroit-là. Donc là, on a une vraie problématique qu'il faut qu'on aborde ensemble. Et voilà. Et puis après, essayer de bloquer un peu l'eau pour pas qu'elle aille directement à la nappe phréatique, puisqu'on a envie de la garder pour que l'arbre évapotranspire l'été et donc rafraîchisse la ville. Donc vous voyez, au travers avec les différents partenaires, dont bien sûr AgroParisTech. Et en fait, on s'est dit les matériaux et les recettes qu'on va constituer, parce qu'on va appeler ça, nous, des recettes, en fait, les matériaux, on les a déjà. C'est-à-dire que notre objectif aujourd'hui, c'est de sourcer tous les produits qu'on a partout. Alors en Ile-de-France, on ne va pas faire un sourcing Ile-de-France, dire qu'au nord, à l'est, au sud et à l'ouest de l'Ile-de-France, ça sera des matériaux, des intrants différents. Et l'idée, c'est d'avoir des agronomes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on embauche des agronomes, qui nous font les recettes avec nos différents intrants pour faire un horizon organique, pour demain faire un horizon éponge, etc. Voilà. Donc c'est comme ça que
la construction ou la reconstruction de sols vivants, c'est un des thèmes qu'on travaillera demain ensemble. Voilà. J'ai un peu de mal avec la télécommande, vous m'en excuserez. Ah voilà, ça y est. D'accord. Eh ben, j'essaierai pour la dernière. Bon, juste pour vous dire qu'on a aussi fait l'année dernière un démonstrateur de sol reconstruit. On a planté dans un de nos plateformes 48 arbres dans 12 trous différents avec des recettes différentes de façon à voir comment évolue ce démonstrateur. Donc celui-là, il existe. Et puis, on a lancé, je vous dis, Revilo il y a 1 an au Salon des maires. Puis là, on a donné un peu la consigne à nos agences, à nos business units, d'aller proposer Revilo à leurs clients. Et puis cet été, au travers de marchés spécifiques qu'on appelle les baux d'entretien, on a fait beaucoup de Revilo, beaucoup de cours d'école, beaucoup de petites placettes dans lesquelles on a placé 2, 3 ou 4 des leviers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est des photos qui datent de cet été. La conclusion, si elle arrive. Alors, pour nous, je pense qu'effectivement, Revilo, moi je le vois comme un outil un peu de transformation, un peu transformatif, parce que de nouvelles activités pour nos business units, vous voyez, je vous ai parlé du verre, donc c'est sûrement quelque chose, je ne lis pas dans une boule de cristal, mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a envie de développer ces activités dites vertes. Les technosols, c'est également une nouvelle activité. Parce qu'effectivement, ça, c'est déjà lancé. Je vous ai parlé d'embauche d'agronomes. Ben voilà, aujourd'hui, on embauche des agronomes pour, entre autres, ces recettes de technosols qu'on va constituer. On a parlé de biodiversité, donc on a aussi des écologues. Dans mon équipe, j'ai effectivement avec Urbalia et donc Biodistrict 2 écologues, enfin un écologue, pardon, et quelqu'un qui est plutôt de formation urbaniste. Et puis donc voilà, la modélisation de structures de sol fertile, ça c'est le travail qu'on peut faire ensemble pour la suite. Modélisation du rafraîchissement urbain, ça nous permet aussi, avec des gens comme Résalience qui sont dans le groupe, on s'est connecté pour voir comment on pouvait modéliser, les effets du rafraîchissement et de nos chantiers. Et puis ça pose aussi, alors ça c'est autre chose, des nouvelles formes, quelles sont les nouvelles formes de contractualisation, parce que globalement, cette offre Revilo, c'est les 4 leviers, et mais on peut pas, je dirais que c'est une offre globale et il faut qu'on pondère l'utilisation de chacun levier fonction du site. Donc ça veut dire qu'il faut voir ça d'une manière plutôt globale. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on restera à votre disposition et puis on a plein de choses à faire ensemble. Tout à fait. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors on a plus le temps pour des questions malheureusement, mais j'avais quand même envie d'en poser une toute petite ou de faire une petite remarque aux 3 intervenants, parce que quand on a préparé cette table ronde, moi ce qui m'a marqué, c'est quelque part la réalisation concrète de l'intuition de Jean il y a 15 ans. C'est-à-dire que Pierre, tu nous as expliqué qu'après 34 ans dans l'entreprise où tu avais beaucoup travaillé sur les routes, les enrobés, etc. Maintenant, ton enjeu au quotidien, c'était quasiment d'embaucher des écologues, de développer des offres de nature en ville. Et je trouve que c'est une illustration finalement parfaite des travaux qu'on a pu mener ensemble jusqu'à présent. Voilà, je ne sais pas si ça amène une réponse, mais en tout cas, ça m'avait particulièrement marqué quand on a préparé cet événement. Je pense qu'effectivement, les agronomes dont on parle sont embauchés dans nos délégations, dans notre organisation. Mais effectivement, ça fait émerger le fait de ce besoin, parce que quand on a parlé du technosol, derrière, on a vite parlé donc des recettes. Je différencie recettes et formulation, parce que formulation, c'est très nos produits actuels, on va dire. Recettes, moi, je suis marketeur aussi, donc vous voyez. Donc, ouais. Mais voilà. Donc oui, il y a ce besoin-là et l'intuition, ça, j'avais pas ça en tête, mais on peut que vous remercier. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. On va bientôt entamer une séquence de pause en attendant la table ronde de 18h. Donc cette table ronde sur la place de la science dans la société qui va être introduite par Étienne Klein et qui ensuite fera intervenir les directeurs des 3 écoles et Xavier Huillard, président directeur général de Vinci. Moi, c'est ma dernière séquence. Je passe la parole à Pierre Duprat pour l'animation de la table ronde. Donc, je voulais en profiter avant la pause pour vous remercier, vous, les participants, qui êtes nombreux aujourd'hui. Léonard est bien rempli et il est resté toute la journée. Merci aussi à Maria, qui a contribué à l'organisation de l'événement. Voilà, je pense que
Tout à l'heure, elle était cachée sur votre gauche, maintenant elle est cachée sur votre droite. Merci à toute l'équipe de Léonard, qui a été, je l'ai dit tout à l'heure en intro, particulièrement réactive pour la préparation. Merci aussi à la direction de la communication de Vinci, parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur eux. Et puis, un dernier mot de remerciement, bien sûr, au comité de pilotage. Alors, le comité de pilotage, les Vinci, ils sont là depuis, pour certains, quelques années. Et je ne vais pas forcément tous les nommer, parce qu'on me fait des grands signes pour terminer. Mais je voulais en profiter pour remercier en particulier les chercheurs. On l'a compris, certains aujourd'hui passent le relais. Donc, merci Jean. Merci Jean, je l'ai dit, l'intuition d'Agro au départ, c'est vrai que au départ, AgroParisTech, comme tu l'as beaucoup mieux expliqué que moi, il y avait des questions sur est-ce qu'un acteur comme Agro a sa place. On l'a vu à travers tous ces exemples de projets qui ont abouti sur à la fois des résultats très concrets dans vos domaines d'expertise, mais aussi qui ont titillé parfois le cœur de métier de nos entreprises et qui aboutissent à des solutions vertes. On voit que ça faisait particulièrement sens et je pense que tu y es pour beaucoup. Donc je propose qu'on applaudisse Jean encore une fois. Et puis bon, c'est peut-être pas son dernier événement, mais je tenais quand même également à remercier Bruno. Bien sûr, Bruno, c'est presque une évidence de te remercier. Alors Bruno, en plus, c'était mon directeur de thèse, donc ça me fait bizarre de le remercier. Mais je fais le faillot, comme dit mon voisin d'à côté. Mais non, mais je voulais particulièrement remercier Bruno parce qu'effectivement, le lab, comme on l'a expliqué parfois, c'est une chaire. Le titulaire de cette chaire, c'est Bruno. Et Bruno, depuis 15 ans, moi, je peux témoigner de son abnégation au quotidien pour travailler en multidisciplinaire, pour faire converger ces différents domaines d'expertise qui sont à la base, même si c'est des écoles d'ingénieurs, c'est quand même pas gagné de faire travailler ensemble, je parle sous ton contrôle, les gens d'agro, les gens des ponts, les gens des mines. Donc merci beaucoup à Bruno. Et quand on dit qu'un sujet commun des 3 écoles est celui de l'analyse de cycle de vie, en fait c'est surtout un des livrables de cette abnégation dont tu as fait part Bruno tout au long de ces 15 ans. Alors on se reverra encore à quelques conférences l'année prochaine, mais c'était quand même le bon moment de vous remercier. Voilà, merci à tous et puis à tout à l'heure.